Atypique, c'est le podcast produit par Okinea. Okinea, c'est l'entreprise experte en accessibilité. Si vous avez des projets d'accessibilité, n'hésitez pas à nous contacter. Je suis Martin Rochon et je suis ravi de vous accueillir sur ce podcast. Bonne écoute. Il nous est arrivé cet accident il y a tout juste un an. Donc c'est à la fois l'anniversaire du jour le plus beau de notre vie et aussi le plus terrible. Puisque aujourd'hui on recherche les causes du handicap de notre fille. On n'a pas encore toutes les réponses. Ce qui est certain, c'est qu'elle est née avec une tétraparésie sévère. Bonjour à toutes et tous, je suis ravi d'accueillir aujourd'hui Déborah Aicardi. Déborah, bonjour. Bonjour Martin, merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Bon, ça va être un épisode intense. On va essayer d'aborder plein de sujets et en fait, je vais me permettre d'introduire la raison pour laquelle on est là. On s'est contacté, tu m'as contacté sur LinkedIn, on a échangé un peu sur ton parcours. Tu avais peur que ton histoire n'ait pas forcément sa place et en fait, si, à fond. Il y a 2 ans, avec Guillaume, vous avez décidé de faire un enfant, comme beaucoup de jeunes. Une grossesse qui s'est très bien passée. Et vous avez mis les petits plats dans les grands. Vous avez choisi une clinique privée. Vous avez vraiment essayé d'accueillir au mieux cette petite fille dans votre vie. Le jour de l'accouchement, elle s'est présentée en siège. Il y a une manipulation pour la sortir de ton ventre. Et il y a eu un accident qui a fait que Victoire est devenue handicapée très lourdement et que ça fait 1 an. Oui, c'est une date spéciale aujourd'hui. Elle fête aujourd'hui, c'est 1 an que vous vivez avec tout ça, et donc on va aller évidemment beaucoup plus dans le détail pour comprendre ce que c'est, pour comprendre elle, ce qu'elle vit, en tout cas ce que vous en comprenez, et puis comment on passe de ce jeune couple, jeune cadre dynamique, comme on vous imagine, parce que dans vos postes en plus vous êtes vraiment les jeunes cadres dynamiques de la défense qui partent mallette à la main, et comment on se relève de tout ça et qu'est-ce qu'on construit. C'est ça, tu l'as très bien résumé. Finalement, c'est un peu monsieur et madame tout le monde. Alors, version très parisien, même si on est ni l'un ni l'autre parisien de souche. Mais notre histoire, c'est l'histoire de monsieur et madame tout le monde. Métro, boulot, dodo, des projets, parfois de la flemme, on se dit on fera ça plus tard. Vraiment une vie banale. Et même, c'est marrant parce que parfois, on se disait, on voyait des personnes avec des parcours incroyables et on se disait, c'est dommage quand même d'attendre d'avoir un accident dans la vie pour se réveiller et se dire maintenant, je vais faire quelque chose de plus grand, je vais repousser mes limites. Et puis en fait, tu regardes ça à la télé sur ton canapé et 5 minutes après, tu retournes finalement à ton train-train. Et il nous est arrivé cet accident il y a tout juste 1 an. Donc c'est à la fois l'anniversaire du jour le plus beau de notre vie et aussi le plus terrible. Puisque aujourd'hui on recherche les causes du handicap de notre fille. On n'a pas encore toutes les réponses. Ce qui est certain, c'est qu'elle est née avec une tétraparésie sévère. Ça veut dire quoi concrètement ? Donc elle est née tétraplégique. Elle a eu une lésion de la moelle épinière via un mouvement de traction. Donc pour les connaisseurs, et je sais que tu as déjà reçu certaines personnes concernées ici, donc elle est touchée au niveau des cervicales. Donc plus haut tu es touché et plus lourdement tu es atteint. Donc très précisément, elle a été touchée de C6 à T1 et avec aussi une remontée vers le tronc cérébral. Donc ça signifie qu'aujourd'hui, elle est paralysée en dessous des épaules, sur tout le reste du corps. Et elle a tout un tas d'autres atteintes, de problèmes de santé qui sont finalement autres que le handicap moteur, qui sont même plus graves.
qui sont liées à ça ou qui sont des choses antérieures qui n'avaient pas été vues pendant la grossesse mais qui sont des... Est-ce Non, qu'on rien sait... à voir. Rien à Non. voir, c'est vraiment lié, Ok. lié Lié à ce problème, ouais. à l'accouchement où il y a eu justement cette traction qui fait qu'à un moment, ça a déclenché plein de Exactement. En choses. fait, quand tu es blessé de la moelle épinière, ça fait passer un tas de messages. Et notamment, on parle du système nerveux autonome qui gère chez nous tout ce qui est inné, comme respirer, digérer. Tu vois, tu n'as pas besoin de te concentrer pour te dire il faut que je respire. C'est ton corps qui fait naturellement pour toi. Et donc, quand tu es atteint à ce niveau-là, ça touche à des choses très, très graves. Donc, pour te donner quelques exemples, elle n'a aucun moyen de réguler sa température toute seule. Donc, elle fait des hypothermies et des hyperthermies. Elle peut en mourir. Donc, en fait, on est obligé d'intervenir pour stabiliser sa température, en la couvrant, en la découvrant, en la refroidissant. Donc on est constamment en train de surveiller sa température et de l'ajuster. C'est devenu comme inné chez nous. Ça, c'est 24-24, c'est 24-24. Donc la nuit aussi. Mais maintenant, on la connaît par cœur. On connaît par cœur. On a des paramètres. C'est comme si on s'occupait d'un... J'ai un ami qui a fait ce parallèle que je trouve très juste. C'est comme si on s'occupait d'un athlète de très haut niveau. Tu vois, on règle tout dans les moindres millimètres. Et donc ça en fait partie. On sait que si on lui met son pyjama bien épais, bien chaud, elle va tenir 3-4 heures et puis après, il faudra lui mettre une couverture. C'est des choses comme ça. Mais donc oui, ça demande... Et qui sont pas transmis... Enfin, comment tu fais pour transmettre un truc? Parce que vous êtes ses parents, mais quand on a des enfants, on peut pas passer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec. Donc... comment on arrive à transmettre ces informations pour avoir des personnes qui interviennent auprès d'elles, parce que ce qu'on n'a pas encore dit, c'est que au-delà de cette situation, vous avez continué à être dans la vie active, vous avez des postes importants, t'es responsable... non, je vais te laisser dire ton poste, parce que je sais pas exactement, je veux pas dire de bêtises, mais... Donc, moi, je suis responsable du portefeuille de toutes les applications dans le digital et la tech au sein d'un grand groupe. Et mon mari est directeur de centre d'affaires dans la banque. Voilà, donc vous avez tous les deux postes à responsabilité. Et donc, vous avez ce sujet aussi qui, du coup, est en permanence. Enfin, j'imagine que c'est un moteur qui tourne en permanence dans le cerveau. Et donc, il faut réussir à transmettre à quelqu'un qui vient aider. C'est extrêmement difficile. Ça a pris beaucoup de temps. Ça a pris... finalement, moi, j'ai repris le travail au bout de 7 mois. C'est déjà un exploit. Ce qui est déjà... Donc, on en est très contents. C'était important à la fois pour l'équilibre de la famille, pour ma santé mentale, pour les besoins financiers de la famille, puisqu'en fait, oui, on est finalement dans un milieu qu'on peut qualifier d'aisé, mais comme l'ont dit très justement certains sur les réseaux sociaux, le handicap est un luxe. Et donc, voilà, pour toutes ces raisons, c'était vraiment une volonté de reprendre le travail. On pourra en rediscuter. Mais la transmission, extrêmement difficile parce que, par exemple, pour la température, on a détourné un capteur que tu peux mettre sur les enfants pour surveiller des phases de montée de température liées à un virus. Nous, on lui laisse coller H24. Donc, il faut en acheter régulièrement parce qu'au bout d'un moment, ça marche pas. Ça tombe en panne. Voilà, on a détourné cet usage-là, sauf que, par exemple, le capteur, il ne sonne pas si elle tombe en hypothermie. Donc, c'est à nous de regarder en permanence sur notre téléphone les données. Mais ça, par exemple, au début, ça nous semblait insurmontable. On n'arrivait même pas à faire une promenade d'1 heure dehors parce qu'on était tétanisés qu'elle tombe en hypothermie. Surtout que quand elle tombe en hypothermie, c'est-à-dire qu'en fait, elle commence à ralentir sa respiration, elle rentre dans une phase où on voit que ça va très très mal finir. Et c'est très difficile en plus de la réchauffer. Donc en général, si elle fait une hypothermie, tu sais que ta journée, elle est foutue parce qu'après, tu passes ta journée à tout mettre en œuvre pour qu'elle reprenne conscience et qu'elle revienne à elle. Donc on fait tout pour l'éviter. Mais la première fois que c'est arrivé, ça?
La première fois que c'est arrivé, c'est après l'hospitalisation initiale, là où on a eu le diagnostic de son état. On est rentré à la maison, on nous a dit oui, effectivement, elle a l'air plus sensible et ça doit être certainement lié à sa lésion médulaire. Mais voilà, il faut quand même que vous fassiez comme tous les autres enfants. Et puis, pour des questions de stress, etc., il ne faut pas que vous fassiez comme à l'hôpital à prendre sa température toutes les heures. Et on est rentré à la maison. On était évidemment très, très heureux parce que je pense que là, tous les parents se reconnaîtront. On imagine tous le retour à la maison avec son bébé. Nous, quelque part, on nous l'a enlevé. On était dans un chagrin immense. Et quand on a enfin pu rentrer, bon, ça n'avait pas la même saveur, mais il y avait quand même ce retour à la maison. On s'est installé, on a dîné, elle s'est endormie, on l'a mise dans son berceau. Et puis au bout de quelques heures, j'ai dit quand même, c'est étrange qu'elle ne se réveille pas pour demander à manger, quoi, parce qu'à ce moment-là, les bébés, c'est à peu près toutes les 3 heures. Et on l'a sortie de son berceau, elle était inerte. On a pris la température, on a vu qu'elle était descendue à 35. On s'est dit, bon, c'est encore acceptable, on va la réchauffer, ça va aller mieux, parce que parfois à l'hôpital, elle pouvait tomber à cette température. En général, c'est bien qu'elle soit entre 36,5 et 37,5. On a commencé à la réchauffer, et puis au bout d'une heure, on a vu que ça prenait toujours pas, et en fait, elle faisait que de chuter. Et au bout d'un moment, on a fini. Moi, je me suis mise complètement nue dans la salle de bain, en peau à peau avec elle. On a mis un chauffage soufflant à 35 degrés, des couvertures en cachemire, en laine, tout ce qu'on avait. Et on l'a frictionnée contre nous comme ça jusqu'à ce qu'elle reprenne. Et entre-temps, on a eu le SAMU au téléphone qui nous a dit, bah, écoutez, il faut que vous retourniez. Donc on a été, par rapport à son diagnostic, on avait été transféré dans un grand hôpital parisien. On nous a dit, bah, faut que vous retourniez là-bas. On leur a dit, mais c'est à 45 minutes de route. Elle est à 33 degrés. Si on monte dans une voiture, c'est fini. Et donc, ils nous ont dit, bah, il faut que vous continuiez à la frictionner, à faire le pot à pot. Et donc, au bout de... Je crois qu'à 3 heures du matin, elle a un peu repris conscience. Et après, voilà, on a pu petit à petit la faire revenir. Et ça, c'est la première... Ça, c'est la première nuit. Première nuit à la maison. Mais en fait, ce que je trouve assez incroyable, parce que on en a pas mal parlé, tout ça, avant de faire l'épisode, parce qu'il y avait des doutes sur comment aborder le sujet. Oui, il y a un truc quand même qui est... C'est que... ce qu'on dit souvent, en tout cas ce que j'ai beaucoup entendu ici, c'est ce qui rend handicapé, c'est l'environnement, et donc c'est compliqué de se mettre à la place et tout. Et là, pour le coup, ce que vous vivez, être parent, on voit à peu près ce que c'est. En tout cas, moi, j'ai 2 enfants qui sont pas si âgés que ça, donc je vois à peu près... j'ai des bons souvenirs de ces premiers jours. Et ce que vous vivez, c'est un Everest, mais tu le traduis d'une manière tellement calme, posée, stoïcienne presque, que c'est hyper impressionnant, parce que on a l'impression que c'est rentré dans le code de la journée, quoi. C'est bon, voilà, il y a ça aussi à gérer. Et en fait, chaque histoire et chaque anecdote, elle est toujours plus folle l'une que l'autre. Avant de continuer là-dessus, parce qu'évidemment, il y a plein de choses plein de fils qu'on va tirer. Moi, j'aimerais bien revenir sur comment on passe... En fait, sur juste un accouchement, c'est hyper complexe, tout ça. À quel moment tu te rends compte... À quel moment vous prenez conscience qu'il y a un problème? Comment ça se gère? Et c'est quoi l'accompagnement à ce moment-là? Parce que en vrai, c'est quand même pas banal. Autant quand on accouche d'une personne en situation de handicap, d'un enfant en situation de handicap, qu'il a plus de jambes, plus de bras, on s'en rend compte. Des déficiences sensorielles, des handicaps sensoriels, on s'en rend compte plus tard. Oui. Mais là, l'accident, le diagnostic, je comprends qu'il y a un problème, mais en fait, je sais pas trop à quel moment on met un mot là-dessus et comment vous gérez cette situation, quoi. Alors, comment on le gère? Souvent, on utilise la symbolique de la courbe du deuil ou des choses comme ça pour se repérer à où on en est. On se dit, est-ce qu'on est en train de digérer? Mais en fait, on ne sait pas si on digérera un jour, si vraiment on utilise ce terme-là. Ce qui est certain, c'est que c'est un choc. On est encore suivi aujourd'hui pour choc post-traumatique. Sur l'instant, on ne sait
rendu compte de rien. En plus, c'est notre premier enfant, donc on n'a aucun repère. Tu te dis pas, là, elle devrait plus bouger, c'est pas normal. Mais disons que quand on nous l'a enlevée pour l'emmener en néonatologie, on s'est dit, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis quand au bout de plusieurs jours les médecins ne comprenaient pas, on a été rapidement limité dans jusqu'où on pouvait pousser les examens, d'où le fait qu'on ait été transféré vers un autre hôpital. Juste avant le transfert, là on a compris, quand on a passé vraiment les 48 heures, on s'est dit si c'était juste voilà, un épuisement pour elle de l'accouchement, elle aurait dû s'en remettre. Et passé les 48 heures et dans les jours qui ont suivi, quand on nous a parlé de transfert, là, on s'est dit, OK, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Et donc, moi, je me souviens très bien, j'ai écrit un message à tous nos proches qui nous demandaient des nouvelles. Et je leur ai dit, écoutez, déjà, c'était très éprouvant pour nous de donner des nouvelles tous les jours, surtout que c'était des mauvaises nouvelles. Donc, pour nous, c'était comme enfoncer le couteau dans la plaie. Et je leur ai dit, voilà, là, on va prendre un peu de temps pour nous, on va arrêter de vous écrire tous les jours. Ce qui est certain, c'est que ce ne sera pas une petite fille comme les autres. Voilà. Et c'est les mots que j'ai utilisés pour parler de Victoire. Ça, ce moment, on l'imagine bien. Parce que, en tout cas, je pense que ça dépend des familles, mais en fonction de comment on gère les accouchements, on va être du genre à avoir carrément le caméscope dans la salle. Mais moi, je vois, nous, on communique beaucoup, on n'a pas beaucoup de familles, on a tout de suite beaucoup communiqué, tout de suite envoyé des photos, tout ça. Et ouais, j'imagine bien le poids là, de ce truc. Vous n'êtes pas parisien, mais vous étiez à Paris. Oui. Donc, c'est que vos familles étaient venues. Non, ils n'étaient pas venus encore, justement. Et donc, ils attendaient, vous les aviez prévenus en mode on part à l'hôpital, exactement. Mais ils attendaient le go, quoi. Exactement. Et donc là, on leur a dit ça ne va pas être possible. Enfin, je veux dire, même nous, on avait des accès entre guillemets restreints. Hein. On devait se rendre là-bas en blouse avec la Charlotte, se désinfecter les mains. Enfin, J'imagine qu'en plus, au début, tu n'y crois pas trop. Enfin, c'est compliqué de se rendre compte de ce qui se passe. C'est un tsunami. Et donc, tu parlais tout à l'heure de stoïcisme. C'est vraiment, tu es un peu en dehors de ton corps. Il t'arrive toute une vague d'événements. Et moi, la seule chose à laquelle je me raccrochais, c'était il faut tenir pour elle et il faut rien lâcher. Donc, en fait, depuis ce jour-là, on est rentré dans un tunnel et on n'en est jamais sorti. Puisqu'aujourd'hui, toute la logistique qu'il y a pour elle, tous les soins... on n'a jamais eu ce moment, tu sais, où tu ressors la tête de l'eau pour reprendre ta respiration avant de replonger. En fait, on nous a mis la tête dans l'eau et depuis, on l'a jamais ressorti. On est dans une espèce d'apnée continue. Donc, peut-être qu'on pourra en rediscuter dans quelques années quand on aura pris cette respiration. Mais pour l'instant, elle est même pas encore arrivée 1 an après. Et une fois que tu rentres dans ce tunnel, tu es obligé d'avoir une approche assez froide. Et en tout cas, nous, on ne s'est pas concerté avec mon mari, mais on a voulu tous les deux avoir le même comportement, c'est être dans l'action. Et c'est se dire, en fait, si on reste à ruminer, à se plaindre, à baisser les bras, il ne va rien se passer. Donc, en fait, on va être dans l'action. Et à partir de ce moment-là, moi, j'étais 3 heures après l'accouchement, j'étais debout sur mes jambes, en néonate, à côté de ma fille. Les infirmières nous montraient déjà des petits gestes pour s'occuper d'elle. Et voilà, et depuis ce jour-là, on n'a jamais arrêté. Très pragmatique, plus que froid, parce que froid, ça je trouve que ça peut avoir une connotation un peu insensible, négative, mais vous êtes très pragmatique. La manière dont vous gérez les sujets, c'est quand même... Après, il y en a qui sont arrivés les uns après les autres. Oui, j'imagine. Il y a des moments où on s'est pris des vagues à plusieurs étages. Elle s'appelle Victoire. Oui. C'était prévu avant. C'était prévu avant, donc je crois qu'elle porte très bien son prénom. Et d'ailleurs, elle nous a déjà offert une magnifique Victoire quelques mois après. Je crois que pour moi, c'est encore plus beau que sa naissance, quelque part. Enfin, ça ne serait pas arrivé sans sa naissance, mais quand on nous a fait le diagnostic, on nous a dit, voilà, votre fille ne marchera jamais et elle n'aura pas l'utilisation de ses bras ni de ses mains. En tout cas, c'est très peu probable. Et donc, on parlait de jamais rien lâcher. Nous, dès le premier jour, on nous a dit, il faut faire de la kiné, il faut lui faire des exercices, il faut la stimuler, en dehors de tous les autres soins.
Et on a fait ça tous les jours, sans relâche. Et à ces 3 mois, juste avant ces 3 mois, elle a bougé ses doigts pour la première fois. Donc, je crois que Victoire porte très bien son prénom. Elle n'a pas fini de nous surprendre. Un an après, c'est quoi le quotidien du coup pour Victoire, et c'est quoi le quotidien pour vous? C'est un quotidien qui est, on va pas se le cacher, très lourd. Et souvent, ce que j'explique aux personnes que je rencontre ou même que je connaissais déjà avant, c'est que finalement, si elle était pas autant malade, peut-être que je serais restée à la maison pour m'occuper d'elle. Sauf qu'aujourd'hui, elle nécessite des soins permanents, jour et nuit. Et c'est devenu tellement intense que ça nous dépasse. On a été formés par les médecins, les infirmières à des gestes. Mais ça devient tellement trop que ça nous semblait important de faire intervenir une autre personne. Donc tu parlais de la transmission, de pouvoir donner le relais à d'autres personnes. Ça a été très difficile parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et au tout début... lors de ces premiers mois, même si on avait pu trouver la personne pour nous accompagner, ça n'aurait été pas le bon moment. Maintenant, c'est possible et ça me semble important pour l'équilibre de tout le monde parce que c'est pas notre métier et j'ai un profond respect pour toutes les mamans qui font que ça toute leur journée, mais je sais que moi-même, quelques semaines avant de reprendre le travail, j'écrivais beaucoup à mon mari qui lui avait déjà repris et qui a encaissé tous mes états d'âme quand je me retrouvais toute seule à la maison avec elle. Je lui disais, écoute, là, je suis plus une bonne maman. En tout cas, je peux plus l'être parce que si je suis pas un peu moi-même et si j'ai pas une coupure, je vais pas lui donner le meilleur. Et surtout que Victoire, vu sa situation, il faut pas lui donner 100%, il faut lui donner 300%. Et donc, j'avais plus finalement la motivation de lui faire toutes ces petites simulations, ces jeux. Je faisais juste le basique parce que j'étais arrivée en bout de course. Et donc aujourd'hui, le quotidien, déjà on est accompagné. Elle a une auxiliaire spécialisée qui s'occupe d'elle sur nos horaires de travail. Donc on a un contrat à peu près de 40 heures par semaine. C'est que la semaine ou le week-end à l'intérieur aussi? Que la semaine. On aimerait beaucoup le week-end pour pouvoir souffler. Vous soufflez jamais, quoi? Non, on souffle jamais. Non, mais non. En fait le travail nous permet de souffler. Ouais, voilà. Aujourd'hui, c'est devenu notre exutoire. C'est le travail. Ouais, oui. La charge mentale, elle est... C'est... Franchement, je trouve ça triste de dire que notre exutoire, c'est le travail, mais j'ai envie de dire, prenons-le dans le sens inverse. Ouais. On a la chance de pouvoir travailler, on a du coup des interactions sociales. Moi, je peux à nouveau être moi, être femme, m'habiller, me maquiller. Je me sens vivante, quoi. Comment ça s'est géré vous bossiez dans les boîtes dans lesquelles vous êtes encore aujourd'hui avant? Oui. Et comment ça s'est géré au niveau des entreprises? Parce qu'en fait, on sort du mois d'octobre, qui est le mois dédié aux aidants. Oui. C'est un vrai thème hyper compliqué parce que en fonction de la taille des entreprises, en fonction des postes, en fonction de c'est plus ou moins géré, de la compréhension des gens, quoi. Il y a encore beaucoup de pédagogie à faire autour de ça. Dans ton cas, ça s'est géré comment d'informer le boulot, de dire en fait oui, ok, je vais revenir, mais par contre est-ce que tu es hyper transparente là-dessus? Est-ce que t'as eu du mal? Est-ce que eux, comment ils se sont comportés face à ça? C'est quoi les... T'es dans un grand groupe, je sais pas si on peut les citer, mais en tout cas, les gens iront voir ton profil, de toute façon, on s'en fout, c'est pas... Mais bon, t'es dans un grand groupe qui accompagne beaucoup d'apéritifs en France et à l'étranger. Comment ils se positionnent, en fait, face à ça, et est-ce que c'est un sujet transparent ou pas? Moi, j'ai voulu que ce soit transparent. Après, je pense que déjà, ça dépend de chacun. Et si on élargit au sujet de l'aidance, il y a plusieurs sujets. On dit que certaines personnes ne veulent pas se qualifier d'aidants. Et donc, forcément, ce n'est pas reflété dans leur vie professionnelle et il n'y a pas ce lieu de discussion. Nous, dès le début, on a tout de suite compris qu'on allait être plus aidants que parents. Donc disons que l'étiquette, elle s'est collée sur nous très vite, peut-être par rapport à d'autres situations dans certaines familles.
Moi, j'ai voulu en discuter ouvertement, déjà parce que j'avais la chance d'avoir mon responsable que je connaissais bien, avec qui je me sentais en confiance et à l'aise pour en discuter. La chance de connaître finalement les personnes qui travaillent sur ces sujets dans l'entreprise, avec qui j'avais travaillé sur des sujets de diversité, d'inclusion. Donc, quelque part, ça m'a peut-être aussi permis d'avoir ce dialogue plus facile. Après, moi, je me suis toujours sentie soutenue par mon entreprise, par mes managers dans cette situation, dans la mesure des moyens disponibles. Et donc, je pense que finalement, c'est pas une question de mon entreprise, c'est les grands groupes en général. Il y a des dispositifs pour les aidants et je pense qu'on peut aller plus loin. Donc, c'est quoi les 2-3 trucs que tu peux partager, soit de bonnes pratiques que tu trouves hyper utiles et qui t'ont aidé, toi, ou à l'inverse, les trucs où tu dis non, mais les gars, juste, vous avez pas compris en fait, parce que. Je vois très bien. Un dispositif qui existe dans pas mal de grands groupes et j'espère aussi des entreprises de taille intermédiaire, c'est un dispositif d'assistance personnelle où donc en fait on t'alloue des heures de ce qu'on pourrait appeler une secrétaire personnelle qui va t'aider dans des démarches administratives, dans des dossiers ou tout simplement pour gérer l'agenda médical par exemple nous de notre fille. Ça c'est hyper précieux. Enfin, nous on court après le temps. Vraiment, chaque minute est très 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 précieuse. Donc ne serait-ce que quand on a 1 heure d'aide sur un dossier, ça nous paraît incroyable. Enfin moi par exemple, le dossier MDPH qui parlera à beaucoup d'auditeurs, d'auditrices, j'y vais à coup de 5 minutes tous les week-ends. C'est hyper frustrant. J'ouvre mon PC, je passe 5 minutes dessus et c'est déjà l'heure de refermer le PC. Et donc j'avance comme ça à pas de fourmi. Et donc d'avoir quelqu'un qui peut avoir 1 heure devant soi et dépiler un certain nombre de sujets, pour les aidants, c'est incroyable. Donc ça, si ça pouvait être généralisé et si en tout cas ça n'existe pas dans certains grands groupes, ça me semble être la base. En tout cas, c'est déjà pas mal répandu, mais c'est... Là-dessus, les IA, l'arrivée de ChatGPT... Ça aussi, ça aide. J'imagine que tu dois avoir des agents qui tournent dans tous les sens, sur tous les sujets en permanence pour te choper de l'info. Ouais. L'application, elle est ouverte H24. Ouais. Bon, après, ça fait pas tout, mais ça permet d'aller plus vite. Il y a quand même des choses que tu es obligé de faire par toi-même et ça malheureusement, tu as besoin de dédier un certain moment. Je dirais que là où il y a encore du progrès, et je ne sais pas si c'est du côté de l'entreprise, je ne sais pas de quel côté ça doit être, mais c'est que finalement, que ce soit via les associations ou autres, quand tu es aidant, ou en tout cas si toi-même tu es concerné par une situation de handicap, on te lance beaucoup de choses en disant « Tiens, va voir ça, va lire ça, appelle tel numéro. » Mais en fait, on n'a pas le temps. Si tu veux m'aider, je ne sais pas, appelle le numéro, prends les infos et dis-moi ce dont je pourrais bénéficier. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui te lancent des perches finalement, c'est un peu des injonctions. Ah, t'as pas consulté tel truc ? Ah, et t'as pas appelé ? Oui, mais en fait, c'est juste ma priorité... moins 1000. Donc en fait toi ton sujet c'est déjà ce que ma fille quand je vais rentrer le soir elle sera encore en vie exactement. En fait, mais c'est ton sujet de l'association t'as pensé appeler tel numéro C'est vrai que c'est quelque chose qui est en fait, vu qu'il y a beaucoup d'initiatives qui existent et qu'elles sont toutes géniales, vu qu'elles sont siglées, tamponnées, handicap et autres, donc en fait moi je le vois sur d'autres thèmes d'entrepreneuriat et autres. C'est vrai que dès qu'il y a le mot handicap, c'est compliqué de dire bah non, en fait, ce truc ça marche pas, c'est de la merde. Tu vois, c'est un peu. Et alors, encore, nous, on est un peu légitime pour le dire, donc on n'a pas trop de mal à le dire, mais quand c'est un investisseur ou autre, là, c'est interdit. Et du coup, tu dois avoir ce sentiment, je comprends bien l'espèce de sentiment de culpabilité de ah bah ouais, c'est vrai que Tartampion, il m'a parlé de ça. Qui a l'air génial, faut que je trouve le temps de l'appeler, c'est dans ma to-do, mais en fait, il est trop tard ou il est trop tôt quand j'y pense. Quoi. Et comme tu l'as dit, moi je vais mettre du coup les pieds dans le plat vu que tu me tends la perche.
loin de là l'idée de taper sur les associations, mais moi, ce qui m'a choqué le plus depuis qu'on a basculé dans cette nouvelle vie, c'est tout le tissu associatif où vraiment j'ai l'impression que parfois on te met plus des bâtons dans les roues qu'autre chose. Et ça, je m'y attendais pas. Si tu veux, tout ce qui est organisme lié à l'État, toutes les démarches administratives, j'en avais déjà entendu parler, je savais que c'était complexe. Je pense que ça sert à rien là d'en parler aujourd'hui. Tout le monde a déjà T'as fait une belle lettre d'amour à la MDPH dès le début. Oui. Oui. Bah oui, mais parce qu'on savait que c'est comme ça que ça fonctionnait et je pense que les déboires avec la MDPH ou d'autres organismes, beaucoup les ont vécus et en même temps, oui, il y a des choses à repenser, mais en même temps, je peux comprendre la complexité au vu du nombre de dossiers, de la diversité des dossiers. Enfin, je me mets aussi 2 secondes à leur place. Je pense que c'est un sujet complexe. Par contre, sur des sujets vraiment plus simples et sur le tissu associatif, je suis assez surprise que parfois on nous aide pas. Je vais te prendre un exemple très concret. Là, il n'y a pas longtemps, on a fait appel à une association pour faire une demande pour bénéficier d'aide. Je ne rentrerai pas dans le détail de quel type d'aide. Et donc, on devait remplir un formulaire, une lettre de motivation, etc. Donc, nous, on y a jeté toute notre âme, on y a passé des jours et des jours. On soumet enfin le dossier. Presque on allait ouvrir le champagne. Et là, on reçoit un email de la secrétaire qui nous dit « Ah, on vient de changer le format. Merci de tout refaire. » Alors qu'en fait, ils avaient juste changé une question et le logo. Et là, tu dis « Mais est-ce que vous êtes vraiment là pour nous aider ?» ou parce que ça paraît être complètement antinomique avec la situation qu'on vit, quoi. Et ça, je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas à ce que finalement... même dans le côté associatif, là où on peut facilement être mis en relation avec d'autres personnes, avoir justement de l'aide sur les démarches, on soit confronté à cette même rigueur. En fait, c'est hyper... alors là, on va pas se faire que des amis. Là, tu me mets dans une situation délicate. Mais c'est pas grave, on y va quand même. En fait, je pense que pour beaucoup d'associations, c'est quand même des endroits qui essaient de répondre à des obligations. En fait, en gros, le schéma des grosses assos et autres, c'est que c'est quand même financé par des gens qui, à un moment, font des dons et autres, ou flèchent des budgets pour aller aider des causes. S'ils font le truc à l'arrache, on voit bien tout le problème qu'il y a, et il y en a suffisamment qui le font. Donc, les dérives et autres, parce que mine de rien, ça brasse parfois énormément d'argent. Oui. Et donc, du coup, faut quand même que ce soit rigoureux. Mais du coup, la flexibilité que peut avoir une asso, parce que l'asso fait penser plutôt au truc du quartier où c'est Jean-Michel qui vient de filer un coup de main et t'as filé 10 balles pour l'adhésion. Mais en fait, en réalité... quand on parle d'assos, des grosses assos majoritairement en handicap, c'est pas du tout ça. Non. C'est des échelles qui sont vraiment importantes et avec une responsabilité en face qui est hyper importante. Il y a des assos qui sont propriétaires d'établissements médico-sociaux partout en France. Et donc, en fait, ils sont obligés d'avoir la même rigueur que l'État, qui rend le truc parfois froid et difficilement compréhensible, parce que sinon... ils peuvent pas répondre correctement aux exigences qu'ils ont de fléchage budgétaire et autres. Et du coup, c'est plutôt bon signe quand ils sont très stricts. Mais c'est vrai que ça pose toute la question de l'humain, parce que à la fois, c'est un modèle très strict, et en même temps, les gens qui sont dedans, la secrétaire, déjà, moi, je vois beaucoup de gens d'associations, présidents d'asso, on en a eu un sur Atypique, c'est Bruno Gendron, qui est président de la Fédération des aveugles et amblyopes de France. Et en fait, c'est que des gens qui font ça, pour la plupart, quasi bénévolement, ou sinon pour des choses qui restent peu significatives. Plus tu descends dans les étages, plus c'est des gens qui sont convaincus, qui sont certainement touchés par les mêmes sujets. Tout. Donc, en fait, c'est très compliqué, parce que la matière humaine que tu as en face de toi va être à la fois très sensible, et en même temps répond à des enjeux de rigueur et autres qui sont hyper stricts. Et du coup, quand tu es de l'autre côté, c'est parfois pas compréhensible. Moi, j'ai des sujets, je discute parfois de trucs avec des assos liés à la déficience visuelle. Je dis, mais attendez les gars, pourquoi vous bougez pas là-dessus ? Mais en fait, c'est simplement que
ça rentre pas dans les cases, c'est pas pour ça que l'asso elle est faite, et même si je suis concerné, même si je suis convaincu, même si je sais que ce que tu fais c'est bien, bah en fait ça va pas cocher la bonne case, quoi. Ouais. Mais c'est dommage ce manque de souplesse, parce que je pense que tu peux respecter les règles et avoir une certaine ouverture. Et nous, par exemple, tu as utilisé le mot responsabilité. Pour moi, ça va dans les deux sens. Quand tu commences à être une association de taille significative, à toucher beaucoup de personnes, tu as aussi une responsabilité vis-à-vis de qui tu es en tant qu'association. Et nous, on a contacté une des plus grosses associations concernant Victoire par rapport à son handicap. On a passé un certain temps au téléphone avec, on va dire, un premier niveau qui essaye de comprendre notre situation, de nous orienter. Et ensuite, on ne nous a jamais rappelé malgré nos relances. Ouais. Et donc ça, pour moi, c'est dur. Hein. C'est parce que la responsabilité vis-à-vis de l'État, elle doit être la même vis-à-vis finalement des bénéficiaires. Mais alors, plus on avance, plus ce modèle-là, j'ai l'impression qu'il est repris par des gens qui viennent de la société civile avec leurs méthodes, par des entrepreneurs, et on voit bien que ça bouge, que ce soit dans les collectifs. Moi, j'ai participé à la naissance, j'ai apporté une toute petite pierre à un édifice qui commence à se construire, qui est Ensemble & Co, et qui est un collectif présidé par Caroline Fruchot et Tiffany Mazar, qui sont venues dans Atypique, et qui, elles, se sont dit, on va faire ensemble, vivre ensemble, et donc c'est parti d'une idée de connecter les gens et de faire ça sur un groupe WhatsApp, et puis aujourd'hui, c'est en train de faire tomber pas mal de barrières. Je vois quelqu'un que je suis, j'aime bien la manière dont il fait les choses, c'est Olivier Goy sur la maladie de Charcot. Oui. Mais bon, Olivier Goy, je veux dire, tu vois son bagage, à la base, c'est un entrepreneur qui est habitué à être dans un certain milieu, avec un certain réseau, et quand il décide de s'attaquer à ça, il le fait avec l'art et la manière. Exactement. Oui, il y a une asso, tout ça, mais en fait... Mais ça veut dire que tu peux bien faire ton travail quand même. C'est pas parce que c'est associatif que Et pour moi, c'est pas parce que c'est bénévole que finalement, on va le faire au rabais. Je pense que le monde est en train de bouger là-dessus. Je pense que le monde est en train de bouger. Je pense que ça va de mieux en mieux, et que on sort de plus en plus de justement ce mix asso politique en fait mais parce que les têtes changent, parce que ça se renouvelle, et puis parce que en fait il y en a qui ont fait beaucoup, et mine de rien, pour être proche des assos depuis très longtemps, on voit bien que c'est pas toujours évident de devoir défendre ce qu'ils défendent. Ils sont loin d'être aidés, et mine de rien, c'est parce qu'ils se sont battus, parce qu'il y a eu beaucoup de militantisme pendant des années, que même si peut-être que là parfois on est un peu dans le creux de la vague, en fait il y a quand même un élan qui a amené à bouger. Mais c'est hyper complexe, parce que je pense qu'on est dans un des pays qui comprend le mieux les problématiques, qui les adresse le plus sur l'ensemble des sujets, quoi. Et pour autant, j'ai l'impression que chaque jour on prend 20 ans de retard comparé aux pays européens, parce que en fait là où nous on avait l'impression d'arriver, les autres ont démarré, ils ont dit ok, c'est comme ça qu'il faut faire, très bien, comment on fait pour faire 10 fois mieux? Et c'est vrai que quand tu voyages un peu, l'accessibilité, le handicap, la prise en compte et autres, sur le quart social, je pense qu'on est très bon. Les questions de prise en charge, le rôle de l'État, vraiment toute la partie sociale. Par contre, sur toute la partie accessibilité, vie en communauté, performance et autres, en fait, on a toujours pas sorti le sujet du médical, quoi. Il y a des choses, et ça avance, mais pas suffisamment loin. C'est toujours lié au médical, en fait. Pourtant, dans la recherche, par exemple, je veux dire, le plus grand centre de recherche au monde sur la déficience visuelle, il est français, quoi. L'hôpital des 15-20, les recherches que font le professeur Sahel et autres, ils sont en train de bosser sur des sujets mais dingues partout dans le monde, accompagner des pilotes de Formule 1, et en fait, en France, on voit toujours le handicap comme un sujet médical. Bon, bref. Bon, une fois qu'on s'est dit ça, tu te doutes que... Enfin, tu te doutes. Je sais pas si tu t'en doutes. Mais donc, on a décidé de créer aussi notre association. Ok. Ah, mais c'était... Non, j'avais pas du tout... Je voulais même pas en venir là, mais... D'accord. Donc, on a créé notre association. Vous l'avez créée? Okay. Ouais. Ça s'appelle Les Mains Victorieuses, tout attaché. Ok. Ça date de quand, ça? Là. Très bien.
On s'arrête pas. C'est une exclue pour Atypique. C'est une exclue. Très bien. Ok, les mains victorieuses. Et donc l'objectif de cet assaut, c'est quoi? Alors, l'objectif premier, ça va être de manière très auto-centrée de soutenir Victoire. Ok. Et on l'espère, d'atteindre après une taille critique pour aider des familles dans des situations similaires. Et moi, ce que j'aimerais vraiment, ce serait sur le plan financier. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a déjà beaucoup d'aides. Mais si on revient à notre discussion du début et la reprise du travail, etc., aujourd'hui, il y a une inégalité folle. Moi, j'aimerais que les familles ne se posent pas la question et se disent, en fait, la partie financière, c'est pas grave. C'est quoi la question qu'on se pose du coup quand on est dans cette situation? Moi, une des questions que j'ai, c'est comment ça se fait qu'elle soit à domicile? Est-ce qu'à un moment, il y a eu le sujet de, en fait, elle va vivre à l'hôpital ou vivre à domicile? Eh ben, ça paraît fou parce qu'elle est vraiment à cette limite, mais elle est pas suffisamment malade pour être 100% à l'hôpital, donc elle y est régulièrement. Globalement, elle est hospitalisée tous les mois, Ok. mais pas pour y vivre. On s'est quand même posé de la question de l'hôpital de jour, mais là, elle est encore un peu petite, Ok. puisqu'elle a vraiment besoin d'être soit avec son auxiliaire, soit avec nous, avec des visages en tout cas connus. Son auxiliaire, elle a passé peut-être 4 semaines en observation à côté de moi, avant de commencer à l'approcher, la toucher et à ce que Victoire accepte sa présence. Donc ça a été un travail très long. L'hôpital de jour, c'est pas encore une solution appropriée. Et puis, au vu de toutes ces souffrances, il n'y avait aucune structure, même des structures un peu qui sortent du cadre avec des crèches spécialisées. Vraiment, son niveau de handicap et de soins faisait que c'était pas compatible. Donc, toutes les solutions existantes, finalement, ne répondaient pas. Et la seule solution qu'on a trouvée, c'est d'avoir une auxiliaire à domicile, donc qui est auxiliaire de périculture, qui est en train de passer son diplôme d'éducatrice de jeunes enfants, qui a travaillé en crèche, qui a travaillé dans des structures avec des enfants en situation de handicap. Donc vraiment le profil juste parfait pour nous. Ouais. Et donc on a identifié via une société privée, puisqu'en fait, et c'est pas pour remettre une pièce dans la machine, mais après avoir essayé le côté associatif, toutes les structures de l'État, la seule c'est quoi, entité... c'est genre un cabinet de recrutement de puéricultrices Alors, c'est une société qui s'appelle Cap Family. Cap Family. Qui accompagne les familles qui ont des enfants autistes ou en situation de handicap en Île-de-France. Ils ont un réseau de 800 intervenants qui ont des diplômes d'éducateurs ou type auxiliaire, comme c'est le cas pour nous, et qui interviennent à domicile pour les familles ou aux alentours s'il y a des rendez-vous médicaux, des déplacements. C'est des gens qui étaient concernés qui ont créé ça à la base? Oui. Ouais, c'est ça l'histoire. Ouais, c'est ça l'histoire. C'est souvent le cas. Du coup... oui, parce qu'en fait, il y avait un vide. Et de 0 à 3 ans, il y a un énorme vide en France sur la prise en charge. Disons qu'il existe des prises en charge, mais pour des niveaux de handicap peut-être un peu plus faibles. Là, dans notre situation, c'est simple. Nous, les assistantes, je dis les parce on a échangé avec plusieurs. Ça aussi, c'est dans les trucs qu'on peut éviter pour conseiller les entreprises au niveau des aidants. Je crois que si on pouvait éviter de nous proposer 10 assistantes sociales, parce qu'au bout d'un moment, ça devient inefficace. Donc, une, c'est bien. Et donc, nous, on nous a dit, il va y avoir un de vous deux qui va s'arrêter de travailler. Ah, pas grave. Et donc, je leur dis, mais... Puis, du coup, plutôt la femme, parce que quand même... de toute façon, c'est simple. Tu prends tous les aidants en France, 60% sont des femmes. Ensuite, tu zoomes sur les... aidantes qui sont aidantes par rapport à un enfant en situation de handicap. Il y en a 1 sur 2 qui travaille. Et si tu regardes maintenant la tranche 0-3 ans, il y en a 90% qui sont à la maison et qui gèrent du coup l'aspect garde à domicile. Et ça, c'est voilà, donc il y a ce vide. Et donc moi, la première chose qu'on m'a dite, c'est l'un de vous deux va s'arrêter de travailler. Et quand je leur ai dit, mais avec toutes les familles que vous voyez passer, en plus en Île-de-France,
il y a un certain volume, vous avez peut-être quand même déjà rencontré une autre situation et vous avez peut-être une idée, je ne sais pas, d'une structure, même s'il faut faire des kilomètres. Ah non, toutes les familles, il y a toujours un des deux parents qui s'arrête. Et là, avec mon mari, on s'est dit non, c'est pas possible, ça peut pas être ça notre vie. Et donc, Cap Family nous a trouvé la personne adéquate pour s'occuper de notre fille. Trop bien. Donc leur rôle, c'est ça, hein, c'est le rôle de mandataire. Donc nous, on est employeur et eux, ils s'occupent de l'administratif. C'est un service à domicile. Ils s'occupent de faire les entretiens, de trouver la bonne personne. Donc service à domicile qui est spécialisé là-dedans en fait. Exactement. Ok, trop bien. Et qui va franchement au-delà de nos espérances. Au national à déployer. Ah il faudra en parler avec eux. Il faudra les pousser. Faudra les pousser à la prochaine étape, mais c'est vraiment, pour nous c'est le moment où on a commencé à entrevoir la lumière. Parce qu'avant ça, c'était quand même complexe. On s'est dit, on ne sait pas exactement où on va. Et quand tu es dans cet entre-deux où tu me posais la question, est-ce que finalement sa place n'est pas à l'hôpital ? Non, en fait, elle est paralysée, mais c'est une petite fille pleine de vie. Hein. Elle a toutes ses capacités cognitives, elle passe sa journée. Là, maintenant, elle commence à parler, alors ça y va, les musiques. Donc, elle est pleine de vie. Donc aujourd'hui, son pronostic vital est pas engagé dans le sens où il n'y a pas je veux dire, t'es pas dans une situation où elle est complètement immobile et tout ça. Justement, elle est pleine de vie. Elle est pleine de vie. Après, oui, donc elle est pas mobile. Et après, c'est plus tous ces autres soucis de santé qui sont très lourds. Parce qu'en fait, donc en dehors, je t'ai parlé de l'hypothermie. Et tu m'as parlé d'un autre truc assez ouf. Ouais, sur ces crises. Sur les ice contact que t'es obligé de sortir de la chambre. En arrière, c'est au moment où vous perdez le regard, ça lui provoque des chocs. Ouais. En fait, mais alors ça, je pense que c'est plus une once d'émotion qui apparaît en elle, mais comme tous les messages nerveux sont complètement en dysrégulation, qui fait que le message qui est envoyé entre le cerveau et son cœur disjoncte. Et en fait, elle s'arrête de respirer et son cœur s'arrête pendant 20 secondes. Donc elle fait des malaises et qui sont souvent liés à une émotion. Donc comme elle est encore toute petite, si par exemple on lui tourne le dos, elle doit commencer à se dire dans sa tête « Ah, mon papa, ma maman, je ne vais plus les voir ». Mais c'est vraiment le début d'une émotion qui déclenche ça et ça part tout de suite. Et ça, malheureusement, on est obligé de vivre avec. Donc, on peut effectivement dire que son pronostic vital n'est pas engagé, mais on a quand même eu les conversations qu'on n'a pas envie d'avoir en tant que parents sur la fin de vie de son enfant, là, en l'occurrence, vu qu'elle a déjà un niveau de handicap très élevé, on s'est tous mis d'accord sur le fait que si son cœur s'arrêtait de manière prolongée, on ne tenterait pas de la réanimer. Donc ça, c'est une décision qui est difficile à prendre et je pense qu'on n'a pas envie d'en parler. Mais... Ouais, mais c'est important. Enfin, d'autant que c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet du moment. Parce qu'il y a plein de questions autour de la fin de vie. Il y a des lois qui passent. Alors, je veux pas trop m'aventurer là-dedans parce que je connais assez mal le... Non, mais en vrai, truc hyper complexe. Je vois bien que... Alors, c'est le sujet est complexe, évidemment. 2... il y a beaucoup de gens qui... Parfois, on va dire un truc qui nous paraît être quelque chose qu'on a le droit de dire et en fait, pas du tout. C'est pas du tout OK. Donc, on va pas aller sur ce terrain glissant. Mais donc, si on reste sur... c'est un sujet de société. Ça veut dire que ça fait l'objet de discussions et que vous êtes mis d'accord, vous, en tant que parents, mais j'imagine aussi... En fait, quand on a un enfant, tout le monde a un avis sur notre gosse. Alors, les parents, je sais pas si vous avez des frères et sœurs, mais bon, en gros, c'est un sujet pour tout le monde, quoi. Et du coup, ça veut dire que comment t'abordes un truc comme ça ? Les médecins nous ont guidés. Ok. Ils nous ont laissé le choix plus ou moins. Ok. Ils nous ont fait comprendre. Je pense que si on s'y était opposé fermement, de toute façon, ils nous auraient suivis. Mais disons qu'ils nous ont vraiment bien guidés et
Non, là pour le coup, il n'y a pas eu trop de débats ou de personnes qui ont Mais quand tu voulu dis avoir bien- leur mot à dire. Quand Quoi. tu dis bien guidé, ça veut dire qu'à un moment, il y a enfin, physiquement, il y a un écrit quelque part qui dit ça? Ouais, c'est écrit. Ok. C'est écrit. Ça s'est déjà fait sous la forme d'une réunion et d'une discussion Ok. pluridisciplinaire, puisque notre fille, ayant des choses qui dysfonctionnent un peu de partout, elle est suivie par une équipe pluridisciplinaire. Donc il y a d'abord eu une discussion. J'imagine qu'ils se sont concertés entre eux, qu'ils ont eu ensuite la conversation avec nous, et puis il y a eu un écrit, voilà, tout à fait. Et ok. Et donc ça, c'est vrai que quand on n'a pas le contexte, pour les auditeurs, auditrices, ça peut paraître fou en tant que parent de prendre cette décision. Mais après, voilà, nous, il y a tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a vu de nos propres yeux, de ce qu'elle a enduré. Et je veux dire, aujourd'hui, on est quand même 4e ou 5e ligne en termes d'antidouleurs. Donc on a introduit la morphine. Elle a des doses de morphine quotidiennes parce qu'elle a des douleurs très conséquentes. Donc si vous voulez, quand on en est là, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Enfin, je vois. J'essaie en tout cas mais du coup, cette réflexion-là, j'imagine qu'il y a des fois où, enfin, je veux dire, comme tu as exprimé le fait de, attends, en fait, je vais complètement lâcher la rampe là si je reste chez moi. C'est un truc qui doit être. Enfin, il y a des moments où vous devez. C'est la partie la plus difficile à vivre. Cette partie-là, vraiment, où elle fait ses crises, où son cœur s'arrête, c'est. Mais la première fois que son cœur s'arrête, tu te dis, ça y est, c'est fini, quoi. Ah il y a plusieurs fois, on s'est dit, ça y est, c'est fini. On s'est dit, là, cette fois-ci. Et puis. Après, il y a encore le côté très froid. C'est-à-dire qu'avant qu'on ait cette décision et de limiter les manœuvres de réanimation, quand on n'avait pas encore identifié que c'était exactement le cœur, on voyait qu'elle faisait des malaises à répétition, on voyait que c'était très grave, puisque ça ne la laissait pas indemne. Mais on n'avait pas encore mis les mots dessus. Nous, plusieurs fois, on a commencé à... Enfin, mon mari a déjà insufflé de l'air dans ses poumons avec le SAMU au téléphone. Et en fait, dans ces moments-là, ça nous arrivait tellement de fois que tout de suite, on l'a mise en PLS, on l'a mise sur une surface dure. Enfin, on devient finalement comme les médecins. Donc, on a une approche qui est très pragmatique, c'est sauver notre fille. On ne peut pas se laisser déborder par l'émotion. Mais c'est à vivre, c'est infernal. C'est infernal parce que je pense que le cerveau n'est pas fait pour subir un tel niveau de stress. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on s'est mis dans cette posture où on est très en recul de la situation et où déjà on vit au jour le jour. C'est ce qui nous aide à tenir parce que projeter ce que sera notre vie avec elle dans 2 semaines, 1 mois, 2 ans... D'ailleurs, c'est marrant, j'arrive jamais à l'imaginer plus tard. Soit je l'imagine plus tard, vraiment, quand elle aura 20 ans, ou parfois, tu sais, quand tu t'imagines comme ça ton futur, tu dis « Ah, on sera là ». Ton cerveau, naturellement, il crée des images. J'arrive à voir cette image d'elle dans très longtemps, mais sinon, j'arrive pas du tout, mon cerveau n'arrive pas du tout à la projeter parce que on ne sait pas, quoi. On ne sait pas ce qu'on fera dans 2 semaines, dans 1 mois. Là, vous avez décidé de partir quelques jours chez tes beaux-parents, à Avignon. Oui. C'est quoi le branle-bas de combat quand tu dois te délocaliser et c'est quoi la discussion que tu as? Parce que je sais pas comment, si tout le monde est hyper à l'aise avec le sujet et tout, mais peut-être que ça doit les faire flipper de attends, ok, je dois garder 1 heure victoire, mais s'il se passe ça, enfin... Comment vous gérez ce truc? Aujourd'hui, déjà, on n'arrive pas à la laisser 1 heure. Okay. Pour revenir finalement au tout début de notre discussion et comment on fait la transmission. Aujourd'hui, à part son auxiliaire, il n'y a personne qui peut la garder. Okay. Donc, on a beaucoup de propositions de personnes qui veulent nous soulager en disant « Je vais la garder. » Oui, mais bon, son cœur va s'arrêter. Donc non, en fait, non, tu ne vas pas la garder. Donc là, quand vous partez tous les 3 ou vous partez avec l'auxiliaire? Alors là, on n'est pas parti avec l'auxiliaire, mais je pense que si on avait les moyens, ça serait donc génial. Là, ça veut dire Guillaume, il est avec elle. Il est avec elle. Et c'est pour ça qu'après, je dois vite rentrer. Oui, voilà. Mais en gros, vous êtes en relais permanent. En relais permanent, ouais, c'est ça. Alors après, le fait d'avoir la famille, tu as un soutien, tu n'as pas besoin de faire à manger. Enfin, c'est déjà des choses, quand ça vient par-dessus... tous les traitements qu'on doit lui administrer, les soins, globalement, toutes les 2-3 heures, il y a des actions médicales à faire. Donc, c'est permanent.
Et il n'y a aucune action qui est sous-traitable à la famille. Très difficilement. Ok. Ça, c'est vite. Et puis t'as pas envie de la responsabilité. On pourrait, je pense que peut-être dans quelques années, Mm. on va pouvoir, mais il y a des gestes quand même très particuliers, et ne serait-ce que la portée. Moi, je trouve ça difficile de demander ça, que ça soit à mes parents, mes beaux-parents. Ils sont pas très âgés, mais je veux dire, c'est des retraités. Elle est comme une poupée de chiffon. Et c'est comme si elle pesait le triple de son poids, parce qu'en fait, il n'y a aucun maintien, et donc il faut la porter d'une manière très spécifique. Sur les termes médicaux, on dit qu'elle est hypotonique, donc en fait, elle est toute molle. Donc rien que ça, moi, je ne me vois pas de demander à quelqu'un de le faire, parce que ça pourrait lui faire mal, et la personne pourrait franchement se faire mal au dos, alors qu'on parle d'une enfant d'1 an. Donc, j'ai beaucoup de respect pour tous ceux qui s'occupent de proches qui sont adultes, avec un certain poids, qui doivent les porter. Alors après, il y a des systèmes de levage, etc. Mais rien que ça, moi, en tout cas, je ne veux pas l'imposer à quelqu'un. Et après, la logistique, elle est énorme. En fait, j'avais la discussion avec une amie. On se disait, dans tous les cas, quand tu as des enfants, c'est un déménagement, tu anticipes tout, tu dis, qu'est-ce qu'il va manger, il faut que je pense, faut penser à tout. Nous, il faut imaginer que c'est ça x10, quoi. Parce que, en plus, tu n'as pas le droit à l'erreur. Tu peux pas dire, oups, j'ai oublié... J'ai oublié la morphine. J'ai oublié la morphine. Donc, la charge mentale, elle est vraiment énorme. Et comme tu disais, il y a un peu comme si on avait 2 cerveaux. Et il y a toujours quelque chose qui tourne en arrière-plan, soit pour réfléchir à sa température, pour réfléchir à des choses qu'on doit préparer pour elle. Et donc... Mais même un trajet en voiture, ça doit être un vrai sujet. C'est quand tu angoissant. fais Paris-Avignon. Alors là, on a trouvé une technique. On s'est divisé en 2 équipes. Un par le train, et mon mari a suivi en voiture avec les bagages. Parce que... Ah, toi, t'étais en train avec elle? Ouais. Alors, on a pris du coup le service PMR, assistant gare, okay. voilà, qui est très bien, faut le dire. Laetitia Monron sera ravie d'entendre ça. Qui est très bien. Malgré tout, les conditions, c'est 2 bagages de 15 kilos. Ouais. Et en fait, même si c'est un petit bébé, nous, on explose les compteurs, quoi. Ouais. Donc, on n'a pas trouvé d'autre solution que de se dire, train, comme ça, en plus, pour elle, c'est un temps de trajet acceptable. Et puis, ensuite, il y a tout le chargement qui suit en voiture. Donc, Même le train, faut pas que le train... déraille, enfin moi je me suis retrouvé. S'il y a des retards de train ou quoi, on peut être dans des situations très complexes tout de suite. On s'est retrouvé avec ma femme un premier voyage. Elle était de Rouen, enfin elle est de Rouen, et on s'est retrouvé sur un premier voyage avec notre premier enfant dans le cosy, avec le train qui s'arrête en plein milieu de la voie. Et là on était arrêté pendant 4 trucs qui arrivent jamais. Moi je prends le train beaucoup. Franchement ça m'est jamais arrivé. La seule fois où ça m'est arrivé, 21h30, t'es arrêté au milieu de la France et t'en as pour 4 heures. Et là, donc là, toi, si ça arrive, ça, en fait, ils appellent le SAMU et il faut venir la chercher. Dans ce cas-là, il faut nous évacuer. Ouais. Après, donc c'est encore de l'organisation, mais on avait appelé la SNCF avant, on s'était manifesté aussi auprès du contrôleur. Okay. Enfin, tout ça, il y a toujours des solutions, mais c'est juste qu'il faut tout anticiper, tout prévoir, tout planifier. Et c'est pour ça qu'en fait, on a aujourd'hui juste le temps de vivre, de se lever, de s'occuper d'elle. C'est ça que j'appelle vivre, parce qu'on n'a pas le temps d'avoir des loisirs, d'avoir du temps de repos. Tout ça, ça n'existe pas. La vie de couple, quoi. Aller se faire une bouffe ou un ciné. Non, ça, il n'y a pas. Ça n'existe pas. Ça, il n'y a pas. J'ai vu des blagues sur les réseaux sociaux ou des aidants qui disent « on va à l'hôpital pour notre enfant, on va pouvoir se faire un dîner en tête-à-tête. » Parce que souvent, quand l'enfant est à l'hôpital, tu sais, tu peux aller dîner dans le salon des parents. Et je me dis « ouais, c'est ça notre vie. » Et donc, ça se fait. Après, je me dis, finalement, on est peut-être plus armés que les autres parents qui vont tout de suite se dire « Ouh là là, si on part à la journée faire un pique-nique, il va falloir emmener le biberon, le machin, ça va être trop compliqué. » Nous, en fait, c'est déjà tellement complexe qu'on se dit « Bon, allez, on y va. » De toute façon, maintenant, c'est accepté qu'on est toujours chargés comme des mules. Donc... si tu veux, il y a même chez pas... des potes ou des trucs comme ça, vous pouvez aller dormir chez des gens ou non, c'est vite casse-pied. C'est vite faut voir vraiment le côté, la balance bénéfice. C'est vraiment des bons potes, quoi. Ils savent que si vous venez, c'est que c'est vraiment... c'est ça. Non, et puis encore une fois, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas ce temps-là. Donc si on le trouve, ça veut dire qu'il va falloir
compenser ça par, à un autre moment, avoir préparé la nourriture tout le week-end pour la semaine qui suit, avoir préparé en avance tous les traitements pour pouvoir profiter pendant qu'on est la journée chez les amis. Enfin, tout se paye à un moment. Enfin, il n'y a pas de temps qui permet d'absorber ça. Question peut-être bête, mais vous pensez faire un deuxième enfant ? C'est un sujet. Désolé, peut-être que je suis beaucoup trop dans l'intimité et tout, mais non, mais en vrai. On a observé pendant l'hospitalisation initiale, c'est des chambres partagées pour les berceaux, pour les petits bébés. Et en fait, on était avec des familles qui étaient dans les mêmes situations que la nôtre, qui étaient là pour attendre un diagnostic, soit d'une maladie génétique rare, ou des choses comme ça. Et en fait, il y a les deux types de réactions. T'as les parents qui disent c'est bon, là, je suis traumatisée, on n'en fera pas d'autres. Et encore, je serais même peut-être curieuse de voir si, après quelques années, après, c'est leur choix, hein, et je le respecte complètement. Et puis, t'as ceux qui se disent ah bah non, du coup, il va falloir en faire d'autres parce que déjà, nous, on se voit pas quelque part la laisser toute seule avec nous, dans le sens où on a envie de lui construire un cocon où elle puisse avoir des frères, des sœurs, j'utilise même le pluriel. Mais et puis il y a le côté vraiment, on va dire, il y a la pensée première et il y a l'arrière-pensée. Il y a quand même une arrière-pensée qui est de se dire, si demain on n'est plus là, et oui, on a de la famille, mais en famille proche, vraiment des personnes qui sont très très proches de toi, si t'as pas de frères et sœurs, t'es vite seule. Et ça nous embête énormément. Mais la pensée première, ça reste quand même de pouvoir construire ce cocon où elle sera... Parce que le poids pour celui qui arrive après, c'est... C'est ça. La transmission de la responsabilité, c'est ça. Elle est... Non, la responsabilité, elle est chez nous. Léa Hirschfeld a écrit beaucoup sur être sœur. Et elle est venue en parler et tout. Et c'est vrai que c'est un en fait, c'est normal. Ta réflexion de parent, elle est tout à fait logique. Et c'est vrai que tu te mets à la place du deuxième. Non, et loin de là l'idée de faire porter ça, mais se dire au moins que qu'elle soit pas seule, il faut qu'elle soit entourée et on a envie qu'il y ait de la joie, qu'il y ait une vie, j'ai envie de dire, presque normale. Et c'est pas parce qu'on essaye de gommer le handicap, je pense pas que ce handicap, on essaye de le cacher, mais juste d'apporter de la normalité dans le quotidien. C'est, je pense, là où aussi elle est la plus heureuse. C'est quand on s'occupe d'elle comme n'importe quel enfant. Et finalement, la première chose, je me souviendrai toujours, il y a quelques mois, son auxiliaire qui nous dit votre fille danse. Je dis bah non, c'est pas possible. Bah si, elle bouge la tête comme ça en rythme. Je raconte ça à mon mari, il dit non mais n'importe quoi. Ça y est, elle a des hallucinations. Et puis en fait, on met de la musique et on la voit, elle fait comme ça avec sa tête. Et là, on se dit ah ouais, elle danse. Incroyable. Et en fait, pourquoi la priver de ça ? Du coup, maintenant, on met la musique, on danse devant elle, elle danse avec nous, elle hausse les épaules comme ça. C'est incroyable. Donc, je pense que c'est ça, finalement, la vie de famille normale. C'est pas que les soins, c'est pas que les difficultés, c'est apporter cette joie. Et je pense que finalement, ça peut être apporté aussi directement par des frères et sœurs qui font leur quotidien, qui vont, parfois, peut-être qu'ils vont... lui tirer les cheveux ou quoi, on dirait fais attention, elle pourra même pas se défendre, la pauvre. Mais c'est ça aussi la vie. Incroyable. Franchement, moi je suis très admiratif de la simplicité et des mots que tu utilises pour parler de choses qui paraissent insurmontables, comme toujours, et c'est le regard des autres qui rend les choses compliquées, parce qu'en fait quand tu vis le truc, de toute façon, effectivement, soit tu t'effondres, soit tu te relèves. Ouais. Mais on se rend compte quand même de la difficulté qu'on traverse, et je trouve que on a moins parlé des côtés vraiment très durs, mais il y a quelques moments où c'est comme si on reprenait conscience avec mon mari. C'est que quelques secondes, ça nous arrive une fois par mois peut-être. C'est souvent difficile. Donc, je dirais qu'on se met pas des œillères, mais en tout cas, le fait d'être dans l'action nous permet d'avancer et de pas ressasser.
Ça reste néanmoins extrêmement difficile ce qu'on vit, et peut-être qu'un jour on se prendra un retour de bâton. Mais longtemps on a eu, et je pense qu'on l'a encore, ce sentiment où, tu sais, normalement quand tu fais un cauchemar, tu te réveilles et tu dis ouf, c'était un cauchemar. Et en fait, nous c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que quand on se réveille, on se dit ah ouais, c'est la réalité. Et ça te prend tout de suite à la gorge. Parfois même, on a vraiment des vrais cauchemars où on se réveille en plein milieu de la nuit, on étouffe. Parce que je pense que le cerveau, il doit processer tellement que le traumatisme est quand même énorme. En tout cas, aujourd'hui, on avance pour elle, et vu les progrès qu'elle fait, on ne peut pas se permettre de lâcher, quoi. C'est elle. Quand on voit tout ce qu'elle a vécu, normalement, bon. Malheureusement, heureusement, je ne sais pas dans quel sens le dire, mais 80% des personnes tétraplégiques sont souvent des adultes, hommes, liés à des accidents de voiture, moto, saut d'une falaise ou que sais-je. Chez les enfants, c'est très rare. De naissance, encore plus. Et quand il t'arrive ce genre d'accident, tu pars en centre de rééducation pendant 2 ans. Elle a juste eu un petit peu de Doliprane la première nuit et débrouille-toi, quoi. Et tous les jours, elle a fait des progrès fantastiques, et elle s'arrête jamais. Et dès qu'elle est bien, qu'elle n'a pas de douleur, elle est souriante. Elle a toujours le sourire. Donc, on peut que continuer comme ça. Eh ben, c'est un beau message. Un beau message de vie, et il y a beaucoup de fils et de choses à tirer autour de notre expérience. En tout cas, merci d'être venu la partager, parce que on voit bien que c'est pas du tout quelque chose qui est... je veux dire, elle a 1 an, quoi. Elle fête ses 1 an aujourd'hui, donc c'est encore très très neuf. Et moi, ça m'a permis en tout cas de bien comprendre... d'essayer en tout cas de comprendre ce que vous vivez. Effectivement, on n'a pas parlé de toutes les choses plus douloureuses que vous vivez au quotidien. Tu m'as dit que tu avais des hallucinations, tellement, parce que en fait, vous vous réveillez avec la fatigue. Le rythme, il est tellement intense, en fait. Donc on voit bien aussi, mais je trouve que ce qui est beau, et tu le dis sur Victoire, mais c'est valable pour toi et Guillaume, c'est que l'humain, quelle machine, quoi. Le cerveau et tout ça, parce que je veux dire, on voit bien les chocs que vous absorbez, et en même temps le pragmatisme avec lequel vous avancez. J'ai aucune idée des réactions que ça va procurer chez nos auditrices et auditeurs, toute cette discussion. Moi, en tout cas, ça me pose plein de questions. Et si je peux juste dire un dernier mot, je trouvais Charlotte de Villemorin, que tu as reçue ici dans une de ses newsletters récentes, parler du côté héroïque qu'on veut projeter sur les personnes en situation de handicap, ou voilà, le fait que ça doit tous être des champions paralympiques, qui doivent tous avoir fait des trucs de dingue, et que finalement c'est pas ça la réalité. Il y en a aussi beaucoup qui souffrent et qui peuvent juste pas faire plus, et en fait on n'a pas tous à être héroïques, et nous on cherche pas à être comme ça, parce que à la fin il y a personne qui va nous donner une médaille, il y a juste la vie de notre fille, en fait. Et donc je pense que c'est complètement ok pour plein de familles, on a déjà échangé avec des familles dans des situations, on peut pas dire similaires, mais qui peuvent être comparables à la nôtre, qui déjà mettent des années et des années à accuser le coup, là où nous, 2 mois après, on était debout sur la table en train de faire le premier dossier MDPH, à lancer tout un tas de démarches. Et en fait, c'est parce que c'est notre manière à nous de le gérer, mais je pense que là-dessus, il n'y a pas de bonne manière de faire. Il faut juste avancer, être soi. Ouais, mais voilà. ce qui est aussi complexe, c'est effectivement, Charlotte, quand tu vois son parcours, tu te dis, bon, ok, juste, elle est complètement extraordinaire. Et on est 9 milliards d'humains, ou 8 milliards et demi. Bon, globalement, effectivement, on réagit pas tous de la même manière, en fonction de nos cultures, en fonction de notre héritage culturel, en fonction de nos capacités physiques, intellectuelles, financières. Et donc, dans tout ça, il y a tout, mais moi, je suis très heureux qu'on ait pu avoir cet échange, et c'est hyper
hyper enrichissant de voir justement des gens qui parlent aussi normalement d'une vie complètement atypique, banale. Mais, atypique quand même. Ouais. Atypique, mais d'en parler comme ça, je trouve ça chouette. Alors, on a un petit gimmick. Ça, c'est compliqué quand même de repasser après ça. On a un petit gimmick dans Atypique, c'est que l'invité d'avant t'a posé une question et tu poseras une question à l'invité d'après. L'invité d'avant, alors lui aussi, il est assez extraordinaire, Pierre-Michael Hugues. Sa question, c'est dans tout ce que tu as déjà vécu et qui a impacté sur ta vie, qu'est-ce que tu aurais choisi de faire différemment en espérant un impact différent du coup dans ton quotidien? C'est forcément, c'est toujours facile après coup de dire non mais c'est vrai, de refaire le monde une fois que c'est passé. Si je devais choisir, je pense que ce serait pas de faire quelque chose différemment, ce serait de faire plus tôt. De faire plus tôt tout ce qu'au quotidien on repousse. Et que ce soit les projets qu'on avait avec mon mari, d'aller vivre à l'étranger, d'avoir des enfants. Tout ça, je me dis, mais à chaque fois, qu'est-ce qu'on attend ? Enfin, maintenant, je me dis ça. Et je me le dis particulièrement par rapport à l'histoire qu'on vit. Et tu vois, quand je te disais que nous-mêmes, on regardait des personnes qui ont eu des parcours de vie brisés, mais en même temps, après, incroyables. Là, nous, on a l'occasion de faire quelque chose de plus grand, grâce à Victoire, pour Victoire. Et j'aimerais tellement que chacun ait cette prise de conscience, quoi. Mais en fait, même sur des trucs, tu vois, il n'y a pas besoin de se dire « Ok, demain, je vais devenir astronaute ». Mais en fait, juste, je sais pas, ça fait 1 mois que tu te dis « J'aimerais bien aller au théâtre, mais j'ai la flemme, j'aimerais bien réunir tous mes amis ». Mais qu'est-ce que t'attends ? Fais-le ce soir, en fait. Fais-le. Ouais, ça là-dessus, je suis bien d'accord. Est-ce que tu as une question pour l'invité d'après ? Sachant que je ne te dis pas qui est l'invité d'après. Est-ce que tu m'autorises une question en 2 parties ? Oui, fais ce que tu veux. Fais-le maintenant. La question, ce serait, pour toi, c'est quoi le but de la vie ? Pas de ta vie, de la vie. Et avec quoi tu considéreras que ta vie est réussie ? C'est pas mal. Pas mal comme question. Ça va certainement faire une grande réponse. Mais ok, intéressant. Surtout que moi, je sais qui est l'invité là. Donc ça va un peu de philosophie. Ça va être très bien. Merci beaucoup. Merci pour ta visite, pour ton temps, parce qu'on sait qu'il est précieux. C'était hyper intéressant. Et franchement, bravo pour toute la belle énergie, en fait, et toutes les valeurs qui sont transmises. Moi, ça m'a posé plein de questions, il y a eu pas mal de réponses, il y aura plein d'autres questions derrière, mais merci, bravo à toi, on embrasse bien fort Guillaume et Victoire, on pense bien à eux, et puis on a hâte de suivre l'aventure. Des aventures, ouais. Et j'envoie aussi toutes nos forces à tous les aidants. T'as raison. On pense bien à eux. On pense à tous, ouais. Merci, à très bientôt. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux. Si vous avez envie d'être invité ou si vous pensez à quelqu'un, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn, Martin Rochon. Et évidemment, je vous dis à très bientôt.